Orange, dans le sud de la France. Il est un peu plus de minuit. La fête se termine dans le centre-ville. Mais certains habitants ne semblent pas avoir envie d'aller se coucher. La vidéo, tu reçois? Grégory et ses collègues de la police municipale viennent d'être appelés pour un tapage nocturne. À l'adresse indiquée, une jeune femme les attend. C'est elle qui demande de l'aide. Elle est à bout de nerfs. Vous avez l'impression que ça vient d'où? Et vous l'entendez de l'autre côté? Oui, je l'entends de ma chambre, mais c'est horrible, hein. C'est vraiment horrible. Les trois agents font le tour du pâté de maison. Grégory a un mauvais pressentiment. On va essayer d'apaiser la chose et de voir ce qu'il en est, mais la rue là où on se transporte, c'est une rue qui est bien connue de nos services et on a souvent des problèmes avec les habitants de cette rue. C'est des personnes qui sont un peu à part de la société, voilà. À part boire et se prendre la tête entre voisins toute la journée, c'est l'essentiel de leur activité. Effectivement, dans une petite rue juste à côté, le vacarme est assourdissant. Et ça n'a pas l'air de déranger ces riverains. Bonsoir. Eh bonsoir. Le petit groupe semble même beaucoup apprécier ce concert improvisé. Oh, elle est trop belle cette chose. Grégory a identifié d'où venait le bruit. Il monte aussitôt dans les étages avec ses collègues. Mais surprise, personne ne répond. Et pour cause, le locataire est dans la rue. C'est pas celui-là qui est en bas, là, le chauve? L'impression. Il a mis la musique à fond pour en profiter dehors avec ses amis. Ouais. Oui. C'est votre appartement, hein, donc, la musique? Bah, vous allez vite couper. Ouais, non, mais là, les autres voisins, ils ont envie de dormir aussi. L'homme ne voit pas où est le problème. Écoutez-moi, là, vous allez couper la musique. Oui. Et très vite, il se fait menaçant. Jusqu'à derrière le cinéma, on entend, d'accord? Ouais. Bah, Si, on en vient. Ouais, on vient de l'autre rue, hein. C'est pour ça qu'on est pas venu directement. Je sais quoi, je vous prends par le short et on y va pour voir votre bordel. Oh, toi, détends. Ouais. Monsieur. Tu veux faire une Monsieur. question de suite. L'homme devient fou furieux. Vas-y, sors. Mais face à ce déferlement de violence, les policiers municipaux sont démunis. Sors. Vas-y, sors. La nuit, ils n'ont pas le droit d'entrer chez des particuliers sans y être invités. Sors. 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 Recule un peu, crapaud. Recule un peu. Te mets pas dans le pas de porte. Ouais. Vous avez une pièce d'identité? Ils exhortent l'homme à sortir, mais visiblement celui-ci connaît bien les règles en vigueur. Vous avez une pièce d'identité, monsieur? On veut pas me faire La musique est coupée. Les nuisances sonores ont cessé, mais Grégory reste pour s'assurer qu'elles ne reprennent pas en s'écartant de la porte. Celui-là, il est reclus dans son appartement, je ne sais pas avec quoi il peut sortir. Donc en précaution. Grégory prend aussi soin de dégager un objet potentiellement dangereux laissé dans le couloir. Donne-moi l'altère. Donne-moi l'altère. L'homme reste cloîtré chez lui. En accord avec leur hiérarchie, les policiers décident de partir. Ok, c'est reçu, on va rentrer au poste pour faire le rapport. Malgré les menaces et les insultes, Grégory et ses collègues n'ont pas le droit de l'interpeller. Mais ce n'est que partie remise. On a un certain cadre légal qui nous empêche de rentrer dans un domicile après 21h sans être invité. C'est pour ça qu'on est resté dans les parties communes. Alors qu'il s'apprête à retourner au poste, l'homme vocifère à nouveau depuis sa fenêtre et insulte Grégory. Je fais t'enculer ta mère. Non, regarde bien, c'est moi. Garçon, regarde-moi, c'est bien. C'est bien moi, d'accord? C'est moi. Par contre, il n'y a pas de souci. Descends et viens, on discute. Moi, pourquoi ça sera mal descendre, enculé? J'arrive. Cette fois, c'est la provocation de trop. Grégory remonte pour essayer de le calmer, mais le policier va encore essuyer une bordée d'injures. T'es qu'une merde, t'es un poulet. Y'a marqué police nationale, t'es qu'une merde. C'est bien. Pour rien. Oui. T'es obligé d'appeler un
là pour nous... C'est bon, vous avez fini votre scandale là? Votre sketch? Vous êtes des merdes. Grégory encaisse. Calmement, il attend que l'homme commette un faux pas. Vous êtes des merdes. Enlève ta merde et puis viens. Et sa stratégie va fonctionner. Mais allez-y, je suis là. Je suis Emporté là. par sa colère, le forcené franchit le seuil de son appartement. C'est quoi le problème? Moi, Dame Dazé. Qu'est-ce que... T'as peur en plus. C'est quoi le problème? T'as peur en plus. Eh, ne frappe pas plus. Ne frappe pas plus. Grégory et ses collègues l'interpellent aussitôt. Frappez. Ah, putain, mon Dieu, vous l'enculé. Ok, tu mets les passes, tu masses là. Au sol. Attends 2 secondes. Au sol. Tourne-toi, tourne-toi. Tourne-toi. Tourne-toi, pousse-toi. 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 Donne la deuxième main. La deuxième main. Même menotté, la pression ne redescend pas. L'homme est ivre de rage face à Grégory, stoïque. C'est enculé, toi, fils de pute. Toi, de fils de pute. Eh oui, C'est enculé ta mère. tout à fait, monsieur. Vous êtes des merdes. Tout à fait. C'est une merde. Tu m'as frappé, moi. À aucun moment, il ne semble prendre conscience de la gravité de ses actes et de ses paroles. Oh, c'est pas un gars, ça. Monsieur, vous avez des propos qui sont J'avais pas frappé, moi. complètement inacceptables envers les forces de l'ordre. On vous a prévenu à 3 fois. D'accord? Après multiples outrages, Non, j'ai pas frappé. multiples outrages et menaces que vous avez fait envers ma personne et les collègues, d'accord? Là, je vous ai interpellé. Contrôlé à l'origine pour un simple tapage nocturne, l'homme a outrepassé toutes les limites face à des représentants de l'autorité publique. Mais Grégory et ses collègues ont su rester calmes. Et c'est dur de garder son sang-froid. Alors le sang-froid, oui. Après, on reste tous humains. Même si, de par notre métier, on apprend à encaisser, à laisser passer beaucoup d'insultes. Maintenant, comme je dis, il y a une limite à pas dépasser. À partir du moment où il y a des menaces qui sont avérées et proférées envers mes camarades ou moi-même, c'est directement une interpellation. L'homme est emmené au commissariat. En chemin, il se calme enfin, la tension redescend. Je fais comment pour demain pour rentrer chez moi? Si je peux pas rentrer? Mais si, vous allez pouvoir rentrer, vous inquiétez pas. Il passera la nuit en garde à vue. Pour lui passer l'envie de recommencer, Grégory, au nom de la brigade de nuit, a décidé de porter plainte. Là, l'individu a été placé en garde à vue par l'officier de police judiciaire. Pour ce soir, les faits qui sont reprochés sont donc l'outrage, la rébellion et les menaces de mort envers un agent, un PDAP, personne dépositaire de l'autorité publique. Voilà, il va rester au commissariat jusqu'à son audition demain, une fois que l'OPJ aura pris attache avec lui. L'homme risque jusqu'à 6 mois de prison et 7 500 € d'amende. Pour Grégory et ses collègues, la garde se termine. Mais à Orange, bien d'autres missions les attendent, toutes aussi mouvementées. Aux portes de la Méditerranée, en Provence, la ville d'Orange est une destination touristique incontournable. Au cœur des vignobles des Côtes-du-Rhône, il y fait bon vivre et le soleil y brille presque toute l'année. Orange dispose aussi d'atouts majeurs, comme son mythique théâtre antique. Au lieu de spectacle, à l'époque romaine, il accueille encore aujourd'hui des milliers de fêtards pour des concerts uniques au monde. Pour assurer leur sécurité et celle des 30 000 habitants de cette célèbre cité, la police municipale est sur tous les fronts. Au total, une 50aine d'hommes quadrillent le terrain 24 heures sur 24. Des policiers armés, qui s'appuie sur un solide réseau de vidéosurveillance. Plus de 70 caméras réparties dans toute la ville. Refus d'obtempérer. Course-poursuite. Il remonte Mistral en contresens. Ouais, mais j'ai pas d'auto, j'arrive pas. Putain. Accident. Il y a encore du monde dedans? Oui, elle est encore dedans, elle est consciente. Interpellation musclée. Arrêtez! Monte dans la voiture. Putain, mais c'est quoi votre délire? Pendant tout l'été,
Nous avons suivi leurs interventions les plus sensibles. À 33 ans, Grégory est un ancien gendarme. Il aime l'action et les sports de combat. Ok, encore. Reculez. Ok. Mais il devra surtout faire preuve de psychologie pour résoudre une crise entre deux couples qui se déchirent. Il voit sa fille. Non. Viens Il avec nous. souhaite refaire sa vie, d'accord? Voilà, je vais t'équiter ta mère. Arrête-toi. Hakarbi part avec mes gamins, vous allez comprendre. s'il Non, vous plaît. monsieur. Paul, 39 ans, chef de la brigade de nuit, va devoir s'armer de patience pour interpeller une conductrice complètement ivre. Vous allez me taper, madame, ou pas? Non, pas vous. Alors, dites-moi, expliquez-moi, qu'est-ce qui se passe? Le policier devra aussi garder son sang-froid face à des trafiquants sans pitié dans une cité sensible de la ville. Vidéo stoppée, tu nous envoies les pompiers à l'aigle, là, ils nous mettent le feu à l'appartement par l'autre côté. Mais, il y a le feu. Venez ici, monsieur. Sortez. À 33 ans, Stéphane est à la police municipale depuis 7 ans. Son cheval de bataille, la lutte contre le trafic de drogue. Monsieur, bonsoir. Je vais être clair avec vous. Il y a des choses qui ont été vues. Je pense que vous savez de quoi je parle. Dans un autre quartier difficile, il tentera de retrouver les auteurs d'un règlement de compte sanglant. Est-ce que vous savez qui a fait ça? Plongé au cœur de l'action, avec les hommes de la police municipale d'Orange. Arrête, c'est bon. Dans la lutte contre la délinquance, les policiers municipaux disposent de précieux alliés. Ces 70 caméras réparties dans toute la ville. Elles leur permettent de scruter presque toutes les rues, dans les moindres recoins. Il est 23h30 quand l'agent de service repère une voiture à la conduite très hasardeuse. Il avertit immédiatement la patrouille de nuit. Ouais, pour vous informer que le véhicule qui a refusé de marquer à l'arrêt au feu rouge sur Général Leclerc vient de reprendre la route. On constate qu'il fait des embardées, hein. Donc il a manqué de peu de monter sur le trottoir. Sans attendre, une équipe se lance à sa poursuite. Ce soir, c'est Paul et ses collègues qui sont de patrouille. Le policier est inquiet, il suspecte un problème d'alcool. Je pense que le conducteur doit être sûrement en état d'ébriété, donc on va essayer de voir pour l'intercepter avant qu'il y ait un accident. Au poste de la police municipale, l'agent de vidéosurveillance ne lâche pas la petite voiture des yeux. Le conducteur semble en effet ne pas maîtriser son véhicule. Il roule en zigzagant, ouvre même la portière en conduisant. Et tourne au dernier moment. Un vrai danger public. Un coup à gauche, un coup à droite. Là, c'est fermé par contre. Ouais, bah voilà. À l'intérieur de vidéo, donc le véhicule vient de percuter les plots de signalisation chantier. Donc il se dirige maintenant sur une voie fermée à la circulation. Si c'est bien un conducteur ivre, il faut faire vite. L'alcool est la cause numéro 1 des accidents mortels en France. Ah ben voilà, on l'a. Heureusement, il n'a pas eu le temps d'aller très loin. La voiture a fini sa course à cheval sur un trottoir en chantier. Elle ne peut plus bouger. Bonsoir. Surprise, Alors. les policiers se retrouvent face à une conductrice et sa passagère qui semblent indemnes. Il est blessé? Non. Vous n'avez pas de blessé? Non, pas du tout. Qu'est-ce que vous avez fait? On a buté du tas et on est tombé à côté. D'accord. La conductrice tient à peine debout. Ok. Moi, Comme Eric et Paul le pressentaient, elle a l'air d'avoir beaucoup bu. Pas. on a 18 là en fait. Oui. Comme elle habite tout près, la conductrice essaie d'amadouer les policiers. Mais pour eux, pas question de la laisser s'en tirer à si bon compte. TN 400 de Charlie 5. Même si vous avez pas vu, vous avez tamponné plusieurs petits plots déjà. Eric tente de lui faire prendre conscience de la gravité de la situation. Si vous avez endommagé votre véhicule, vous risquez d'avoir des gros problèmes. En tout cas, je peux. Non, on va faire ça comme ça.
Mais j'habite là. Bon, la conductrice semble manifestement en état d'ébriété, donc on va faire un dépistage. Un lit bière. Ouais. L'affaire paraît presque pliée, mais la jeune femme va donner du fil à retordre à Paul et tenter de faire échouer le dépistage. Vous savez comment ça fonctionne? Prenez une grande inspiration et vous soufflez dans le petit tube là et je vous dis quand vous arrêtez. Même si j'habite à côté. Même si vous habitez à côté. Eh oui. Grande inspiration. D'accord. Vous n'avez pas bien compris ce que j'ai dit, non? Vous prenez une grande inspiration et vous soufflez à fond. Non, c'est pas ce que vous venez de faire. Allez-y, prenez une grande inspiration. Et allez-y. D'accord. Enfin, en fait, ça sert à rien ce que vous faites, ça vous fera pas échapper au contrôle. C'est Hein. un soufflet. Non, non. La conductrice pense pouvoir s'en sortir en soufflant n'importe comment dans l'éthylotest. Mais en l'absence de résultats, ce qu'elle ignore, c'est que les policiers l'emmèneront à l'hôpital pour lui faire une prise de sang. On la refait, on essaie de le faire correctement. Ça fait 4 fois quand même. Ça fait 4 fois que je fais un contrôle, j'ai pas le droit. Ben, vous le faites pas correctement. À un moment donné, je l'ai essayé, vous n'avez pas le contrôle. Vous avez un D'accord. avocat avec vous? Non. Je vais prendre rentrer chez moi. Bon, ben, au moins l'histoire elle est résolue. Madame, vous descendez du véhicule. Non. Madame, vous descendez du véhicule. Ça fait 3 fois que je souffle. Non, mais c'est Tiens, vous. tu me récupères ça, s'il te plaît. Le ton monte, Paul perd patience. Alors son collègue Jonathan prend le relais. Allez-y. C'est bon. Encore, voilà. Voilà, ça y est. Vous voyez? Quand vous écoutez, c'était pas compliqué. Il faut juste un bon souffle. Comme prévu, le verdict est sans appel. Vous êtes positif? Mais j'habite là. Regardez. Mais j'habite là. D'accord, vous voulez pas regarder. C'est positif à toi. Mais vous êtes pas Oui. cool, j'habite juste là. Ah, c'est pas cool en même temps, c'est pas. Mais j'habite juste là. Elle habite juste à côté. Pour connaître son taux exact d'alcoolémie, les policiers doivent faire des tests complémentaires au commissariat. La jeune femme est furieuse et devient de plus en plus agressive. Moi, je suis gentil, je vous ai pas frappé. Vous allez n'importe quelle fourche vieille ou quoi, il vous frappe. Et là, vous faites rien, vous laissez passer. Ça te regarde pas. Bon, elle va pas répondre. Voilà, on est avenue. T'es dit j'habitais à côté, tu t'en fous. Oui, mais c'est pas, ça veut rien dire. Et même pas, je te dis mon nom. Fils de pute. Non, moi j'habitais à côté, je t'ai dit, je voulais juste vous me laisser tranquille, vous en foutez. Vous êtes des bâtards en vrai. Ben oui, on est des bâtards aussi. Moi je le sais, mais vous êtes des bâtards, moi j'étais gentil. Non, moi j'ai tout respecté tout le temps. Alors quelqu'un qui roule pas, quelqu'un qui roule de travers, non, quelqu'un qui roule de travers, du coup il faut arrêter. Alors que quand c'est un délinquant qui vole de la drogue et qui frappe des flics, alors là on le laisse partir. Oui, c'est moi, ouais. Fils de pute. Oh, Quoi? vous calmez. Non. Vous êtes des bâtards. Oui, bien sûr. Vous en prenez à qui? À moi? Une petite fille gentille, juste à nous rouler un peu de travers. Alors qu'il y a des gens, non, il y a des gens, il y a des gens, ils trafiquent de la drogue, vous en foutez. Vous servez à quoi? Vous servez à quoi? À quoi tu sers? En plus de l'alcool au volant, la jeune femme multiplie les outrages à l'égard des forces de l'ordre. Eh bien, on va la transporter jusqu'au... Elle devient totalement ingérable. Les policiers doivent employer la force pour l'emmener au poste. Alors, les gens vont trafiquer de la drogue, en fait. Trafiquer de la drogue. Trafiquer de la drogue. Vous êtes des gros péteux de merde. Des gros péteux de merde. Vous êtes des grosses merdes. Des grosses merdes. Vous êtes des grosses merdes. Des grosses merdes. Devant tant d'agressivité, il lui passe les menottes. Il y a les clés de la voiture qu'elle a jetées par terre. Non, ah oui. En plus, t'as dit quoi? Je me suis jeté par terre, en plus, t'as dit. Elle va nous donner un coup de pied. Hein. Elle va jouer. Eric est à bout de nerfs. La jeune femme se débat, il n'arrive pas à lui attacher sa ceinture et elle va même jusqu'à lui cracher dessus. Ouais, puis elle m'a mordu, elle m'a donné 2 coups de pied. Ça va. Pour la calmer,
Paul décide de lui parler. Vous en sortez? Tu veux que je t'éclaire? Essaye de mordre et tout. Qu'est-ce qui vous arrive? Mais ils font mal, ils vont trop... Vous allez me taper, madame, ou pas? Non, pas vous. Alors, dites-moi, expliquez-moi, qu'est-ce qui se passe? Mais nous ne pas de... La tactique fonctionne. La jeune femme semble enfin reprendre ses esprits. C'est fini là, tu te calmes toi, d'accord? Là je rigole plus avec toi. Ta merde. Ce soir, la conductrice va encore faire des siennes. Au commissariat, elle va à nouveau refuser de se soumettre au test pour mesurer son taux exact d'alcoolémie. Ce qu'elle ignore, c'est que c'est un délit encore plus grave que la conduite en état d'ivresse. La jeune femme est immédiatement placée en garde à vue. C'est pour votre bien. Mais avant cela, direction l'hôpital pour une visite médicale. Un examen fréquent avant de mettre les prévenus en cellule. Ne pas avoir permis, ça va pas le travail. Mais vous avez déjà eu des problèmes avec votre permis? Non. Eh ben alors, vous n'allez pas le perdre. Mais si, Mais non. je vous connais. À chaque fois les flics qui viennent, ça me fait perdre le permis, je veux pas. Mais non, c'est pas comme ça que ça marche. Menteurs, vous êtes des menteurs. Mais oui, mais je veux pas qu'il sache. Paul va passer plus de 2 heures aux urgences avec la jeune femme. Il en ressort fatigué. À l'intérieur, ça a été un peu compliqué, avec des hauts et des bas. Elle nous a mis des coups de pied avec ses talons dans la cloison et il a fallu la maintenir sur le lit. Donc ouais, ça a été un peu épique. Bon, elle a l'air de s'être calmée là. Maintenant, elle va aller finir la nuit en dégrisement, en cellule au commissariat. Pour ces dégradations, l'hôpital a décidé de porter plainte. Un comportement irresponsable qui exaspère Paul. On tombe typiquement sur le genre de personne qui se pose en victime de la société. Si elle se retrouve aujourd'hui ou peut-être demain sans permis, c'est de notre faute. C'est pas parce qu'elle a bu, mais c'est parce qu'on l'a arrêtée. Ouais, ça t'énerve ça, Oui, ça m'énerve parce que les gens prennent des risques pour eux, pour éventuellement d'autres usagers de la route qui pourraient... et derrière, ils n'assument rien. C'est la faute de la police, c'est la faute du gouvernement, c'est la faute de tout le monde, mais certainement pas de la leur. Après une nuit en cellule, la jeune femme sera convoquée par la justice. Elle risque jusqu'à 4 500 € d'amende et 2 ans de prison. Quelques jours plus tard, nouvelle alerte. Les policiers partent en urgence pour une bagarre qui aurait éclaté dans le centre-ville d'Orange. Elle opposerait des marginaux connus de leur service. Christophe et ses collègues doivent arriver au plus vite pour éviter un bain de sang. Apparemment, dans une petite rue du centre-ville, il y aurait une rixe avec plusieurs belligérants qui se battraient à coups de couteau. Le risque principal, c'est qu'il y ait des personnes blessées ou des badauds qui sont dans le secteur qui puissent être mêlés à la rixe. Donc il faut y mettre fin assez rapidement. Calme-toi là, on y va après. La rixe a été signalée dans une petite rue du centre que connaît bien Christophe. Ses habitants, pour la plupart, ne travaillent pas et vivent des minima sociaux. Les policiers y interviennent régulièrement pour des problèmes d'alcool et des bagarres à répétition. Alors, pour calmer la situation, Stéphane dégaine immédiatement son taser. Pose le couteau, viens là. Viens là. Toi, tu restes. Viens là. Reste là. Y'a rien, chef. Reste là. Reste contre le mur. Y'a rien, chef. Reste contre le mur, je te dis. Me prenez pas comme ça. Ouais, mais je te dis, reste contre le mur. Arrête. Laisse-nous calmer la chose. Cet homme, aux cheveux longs, et cette femme, juste derrière, seraient à l'origine de la bagarre. Ils sont alcoolisés. Mais surprise, en guise de couteau, de simples ciseaux de cuisine. Reste là. Mais on s'en fout, de toute façon, tu seras venu. Arrête, s'il te plaît. Arrête. Tu restes là dans le coin. Arrête. C'est bon quoi? Reste là. Viens là. Christophe veut essayer de comprendre l'origine de la bagarre dans un contexte très tendu. C'est mort. Grosse chienne. Dis-moi, il s'est engrainé avec qui? Avec la dame, voilà. Bonsoir. Les personnes qui ont eu le différent, ils peuvent venir? Autant s'expliquer maintenant.
Le policier va vite découvrir qu'il s'agit d'une affaire bien plus sensible qu'il n'y paraît. Est-ce que quelqu'un peut nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé? Le monsieur a essayé d'avoir des abus sexuels sur une certaine personne. C'est qui cette certaine personne? C'est voilà, madame. L'homme aux cheveux longs est en fait accusé d'avoir cette jeune femme. C'est ça qui aurait déclenché la bagarre. La victime habite ici. Elle est très choquée et porte encore les marques de son agression. Là? Elle a aussi des bleus au niveau de l'entrejambe. Problème, au moment du viol présumé, elle avait bu et ne se rappelle pas de tout. Non, ça se passe pas comme ça. Quelqu'un se trouve. On sait pas ce qu'il a fait. On sait pas. Pourquoi? Vous avez été drogué? On sait pas. J'ai ma voisine qui m'a prévenu qu'elle m'a entendu crier. Christophe doit mener son enquête. La voisine en question, la voici. Excusez-moi, vous avez vu quoi en fait? Il lui a fait quoi à la fille hier? Il a essayé de la choper? Ouais. Elle lui disait arrête, ça fait mal, et ça continue. C'est elle qui a reconnu l'homme aux cheveux longs. Christophe est convaincu de sa culpabilité, mais il doit convaincre la victime présumée de porter plainte. Comme souvent dans ce genre d'affaires, elle a honte et préfère oublier. Je peux pas en parler, je peux pas. Il va se passer quoi là? Non, ouais, c'est bon. Bah, rien, le problème c'est que si personne ne dit rien, bon, c'est des faits graves. Donc vous êtes une mère de famille, imaginez, il fait plus tard ça à votre gamine ou quoi que ce soit. Donc mais je me sens... il faut du courage. Après, il y a des gens qui peuvent vous encadrer, qui vous aideront. Refus catégorique. Mais Christophe ne baisse pas les bras. Pas question de laisser l'agresseur s'en tirer à si bon compte. Je vois qu'elle est tuméfiée au niveau de l'intérieur des cuisses. Il prévient immédiatement sa hiérarchie. Et quand on essaye de parler avec elle, elle pleure. Et son mari, en fait, il voulait qu'elle dépose plainte, mais elle veut pas, elle fait que pleurer, en fait. Souvent, quand des personnes sont victimes, elles ont honte. Dans un premier temps, elles se sentent un petit peu coupables. Donc là, on peut comprendre que voilà, c'est pas une fierté pour elle, ce qui lui est arrivé. Donc elle veut que la chose se passe de manière discrète. Le policier veut absolument la convaincre d'engager une procédure. Il tente une nouvelle fois de la rassurer. Vous allez juste être ausculté par un médecin. Vous avez eu un blackout, c'est peut-être qu'il s'est passé des choses graves, que vous avez fait les examens. Votre amie, elle vous accompagne. Mais ce soir, vous serez rentré. Les examens, ils durent pas 100 ans. J'appelle les pompiers, comme ça, vous passez directement devant tout le monde. Vous attendez pas aux urgences. Je peux pas, là. Madame, c'est pas vous qui devez rendre, c'est nous qui devez rendre. on est tous là pour vous. Petit à petit, la femme semble changer d'avis. Alors les policiers décident d'arrêter l'agresseur présumé pour l'interroger. Oh, il a rien fait. Allez, tu as la clé? Allez, on y va. C'est parti. Non, vous avez des feux. Non, il n'y a pas de feu. Je veux des feux, putain. On me donne. Tiens. Son amie en robe verte tente de s'interposer. Elle a une autre version des faits. Hier, en fait, j'étais pas chez vous. J'ai ma voisine, c'est une putain. Elle baise avec tout le monde. Elle a baisé avec lui chez moi et c'est en train de me retomber sur la gueule. La meuf, elle veut me taper. Jean, je l'ai séquestré et lui, il l'a violé. Putain, C'est un gentil mec. Très alcoolisé, l'homme aux cheveux longs est imprévisible. Alors les policiers doivent s'y mettre à plusieurs pour l'arrêter. Voilà, à moi. Aïe, putain, j'ai mal aux mains. Eh ben, tant pis, ça n'a pas bougé. Oh. Allez, Arrêtez. monte dans la voiture. Putain, mais c'est quoi votre délire? Rentre tes jambes. C'est quoi votre délire? Rentre tes jambes. À moi, vous me faites ça à moi? Oui, à toi. L'agresseur présumé va être interrogé au commissariat. Mais malheureusement pour Christophe et ses collègues, la victime va à nouveau changer d'avis. Elle ne déposera jamais plainte. L'homme aux cheveux longs ne sera donc pas poursuivi pour... Il s'en sortira avec une simple amende de 150 € pour ivresse sur la voie publique. Dans la circonscription d'Orange, près de 1500 crimes et délits ont été enregistrés l'année dernière. Et c'est souvent le soir que les interventions des policiers sont les plus musclées, car la consommation d'alcool bat des records. Grégory en sait quelque chose. À 33 ans, cet ancien gendarme a décidé de travailler la nuit par choix. Tous les soirs, il prend son service à 18 h et patrouille jusqu'au petit matin. Bravo.
Ça va? On sait jamais sur quoi on part, sur quoi on va tomber. Première étape, passage par l'armurerie, où le policier dispose de tout un arsenal pour intervenir en toute sécurité. C'est important d'être armé? C'est essentiel, je dirais. On a une police municipale qui a évolué. Les risques, maintenant, on encourt les mêmes que les gendarmes ou les policiers. C'est quelque chose qui fait assez mal à l'utilisation. Donc nous, on en a fait l'usage pendant nos entraînements, nos formations. On l'essaye sur nous. Et ouais, ça ramasse. Je souhaite pas à la personne en face de se faire taser. Grégory s'est déjà servi plusieurs fois de son taser. Jusqu'à présent, il n'a jamais eu à utiliser son pistolet. Mais il est paré à toute éventualité car à Orange, le policier en voit de toutes les couleurs. Ce soir, il va d'ailleurs tomber sur une histoire des plus surprenantes. Il est 19h. Grégory est en patrouille avec ses collègues quand le commissariat les appelle pour une affaire familiale qui dégénère. Apparemment, un différend avec l'ex-mari qui serait devant la porte de son ex-femme et qui lui ferait des menaces. Ouais, c'est bien pris. Donc là, on va aller en assistance du commissariat pour un différend familial entre une ex-conjointe et son mari, enfin et son ex-mari. Donc apparemment, il sera en bas de son bâtiment et la menacerait. Grégory et son équipe se rendent immédiatement sur place, en renfort de la police nationale, car la situation est très tendue. Et avec la pute de ma femme? Non, il tire l'oreille à mon gamin, c'est pas moi qui l'ai inventé, monsieur. Bonjour. C'est pas moi qui l'ai inventé. Tu lui descends, il s'explique avec moi tout de suite. J'ai peur de personne, il y en a qui te chauffe le gamin, la tête de ma grand-mère. L'ex-mari, c'est cet homme au t-shirt rayé. Il est furieux contre son ex-femme. Elle s'est installée avec son nouveau compagnon dans cette résidence. Il veut en découdre. La fille de ma grand-mère, je vais lui quitter sa mère. Non, il air de pote. Surprise, l'homme n'est pas venu seul. Il est accompagné par cette femme qui tient un enfant dans les bras. Elle aussi a été quittée par son mari. C'est le nouveau compagnon de l'autre femme. En fait, cet homme et cette femme ont tous les deux été quittés. Leurs ex se sont mis ensemble. Non, il a sauté sur mon mari. Vous êtes... c'est sur votre mari actuel, ça? Non, mon mari qui est là-bas, le français. Ah. Ça, c'est le mari à la dame. Ça fait elle habite avec mon mari. Changement des mecs, c'est quoi ça? D'accord. Et du coup, qui a des enfants avec qui, là? Lui, il a 3, moi, j'ai qu'une. Heureusement. Oui, mais lui, il a 3 enfants avec qui? Avec cette dame qu'elle vit avec mon mari. D'accord. Grégory essaye d'y voir plus clair dans cette affaire conjugale particulièrement compliquée. À la base, il y avait 2 couples d'amis qui vivaient près de Lyon. Ils se voyaient régulièrement. Une relation adultère s'est formée. Les couples se sont déchirés. C'est quoi ça? Mais vous, Le nouveau couple est venu vivre à Orange pour s'éloigner de leurs ex. Cet homme et cette femme ont fait ensemble 300 km pour les retrouver. Coucou, mon mari, il m'a trompé. Non, parce qu'il dit j'ai grossé, que j'ai accouché de la petite. Par contre, ça vous dérange pas? Dites à la police, il m'a dit. Honnêtement. Juste, tiens-toi à ton mari, tiens-toi à ton mari. Grégory se retrouve du coup dans une drôle de position. Cette femme lui demande tout simplement de lui rendre son époux, car ils sont encore officiellement mariés. Mais vous voulez quoi, vous, du coup? Vous voulez retrouver votre mari? Bah oui. Là, je fais toute cette chose, chérie, je vais quitter tout pour eux. Tu le vois, il est moche, il est très moche. L'homme au t-shirt rayé, lui, veut récupérer ses enfants. J'ai fait 300 bords pour venir voir mes enfants. J'appelle, j'harcèle, mais regardez, je suis pas en train de raconter des conneries. La fille de ma grand-mère, je vais lui niquer sa mère à cette pute. Impossible de placer un mot avec elle. Ça, je le dis à mon avocate. Contrairement aux apparences, ce ne sont pas eux qui ont appelé la police au secours, mais bien leurs ex, cloîtrés dans un appartement de cette résidence. Ils se disent harcelés. Grégory décide d'aller interroger le nouveau couple pour avoir leur version des faits. Vous n'allez pas monter avec nous. Non, mais... je parle pas, moi je suis tranquille. Non, mais vous n'allez pas monter. Je vais pas vous laisser accéder là-haut. Il doit tenir à distance l'homme ainsi que la femme trompée qui se fait très insistante. Non, mais restez là. En bas, non, mais vous n'allez pas monter. En bas, vous n'allez pas monter. Non. Ne cherchez pas. Vous allez rester en bas.
Vous ne montrez pas dans le bâtiment, on va vous interdire l'accès. Donc ça sert à rien de venir, madame. D'accord? Que vous faites comme ça pour tous les gens de... Mais tout le temps, je ne veux pas vous confronter. Bah oui, je ne veux pas vous confronter à eux. On va où? L'autre femme est catégorique. Elle ne veut avoir aucun contact avec l'ex de son nouveau compagnon. C'est chez moi en fait, ici le bail est là. Et alors chez moi, tu restes dehors. Grégory nage en plein vaudeville. Il y a un échange de couple là, c'est pas possible. La situation peut prêter à sourire, mais le nouveau couple vit un vrai cauchemar. Ils ont déjà déménagé 2 fois pour fuir leurs ex et se disent menacés de mort par l'homme au t-shirt rayé. En fait, il veut nous tuer parce qu'en gros, ils acceptent pas les deux. On en a ils acceptent pas nos fréquentes en fait. Les ex-conjoints n'acceptent pas leur nouvelle relation, donc c'est assez compliqué à gérer. Donc le problème, c'est qu'ils ont quitté leur ancienne commune pour venir s'isoler ici, mais les ex-conjoints les poursuivent jusqu'ici. Effrayés, ils doivent à nouveau déménager. On ne sait pas, on va peut-être aller. J'ai de la famille en... Mais temporairement, faites ça. Le couple va faire ses valises sous escorte policière. Grégory est chargé de sécuriser les lieux et d'éloigner les ex-conjoints. Tu me laisses 2 secondes, je la dégage. Ouais. Je la dégage elle, déjà. Je la fous là-bas, comme ça ils peuvent quitter le parking tranquillement. Tout le monde, on fait monter dans la bagnole, on charge et tout. Le couple actuel décide de partir s'isoler dans leur famille, sur une autre commune pour pouvoir calmer les choses et puis être tranquille, éviter d'être menacés de mort et les autres insultes, etc. par leurs ex-conjoints mutuels. Aidé par ses collègues, Grégory va devoir retenir les 2 ex derrière ses grilles, le temps que le couple illégitime s'échappe. À nouveau, le policier joue les médiateurs familiaux. Eux, ils vont prendre leurs affaires, ils partent, ils ne souhaitent pas vous voir, d'accord? On a demandé à monsieur, à votre ex-conjoint, il ne souhaite pas vous voir. C'est elle qui commande, c'est... Lui seul. Dans tous les cas, pour l'instant, vous allez rester là. D'accord. Il a peur de lui et il descend pour ça. Ils vont descendre avec la nationale, d'accord? La seule de pute, c'est qui la pute entre chaque... Dans tout ça, c'est qui la pute? Monsieur, je ne vais pas prendre de parti, d'accord? Pas de prendre de parti, moi. Il y a un moment donné... Je vais répondre, c'est ma propre femme, je vous réponds. C'est elle la pute, c'est pas elle. Vous vous connaissez tous, vous étiez tous amis à la base. Vous êtes blessés à l'heure d'aujourd'hui, je l'entends. Je l'entends, d'accord? Non, non. Et pourquoi elle avec lui? Vous changez les maris, vous? Non, si il décide... Cyril, tu... Non, mais je vais vous courir après. Moi, je fais pas, Non. je fais pas de mal. C'est pas possible. Vous comprenez pas Il voit sa fille. Non. Viens avec Il nous. souhaite refaire sa vie, d'accord? Vous pouvez pas le harceler. Non! C'est pas possible. Grégory garde son calme, mais reste ferme. La colère de cet homme et de cette femme trompée est compréhensible, mais elle n'excuse pas leur comportement. Wallah, ta grand-mère, tu vas le regretter toute ta vie et encore, t'auras même pas le temps de regretter. Toi, sale grosse pute. Oh, grosse pute. Wallah, que je vais te buter. Wallah, je vais te buter. Et Wallah, l'Adim, je prends 20 piges pour toi, sale fils de pute. La tête de ma grand-mère, je vais te niquer ta mère. وحق الرب العالي, je te nique ta mère. Wallah, je vais te niquer ta mère. Wallah. Oh, la pute. Oh, fils de pute, tu parles avec mes gamins. Wallah, je vais te niquer ta mère. Khalid, arrête-toi. حق ربي, il part avec mes gamins, vous allez comprendre. s'il Non, vous plaît. monsieur. D'accord, vous Vous allez rester là. arrêtez de me dire rester là ou quoi que ce soit. Pour l'instant, vous allez rester. Mais la tête de ma grand-mère, je vais rester là. Je vais rester là. Ils partent où ils veulent, t'inquiète pas. Ils partent où ils veulent. T'inquiète pas, ils partent où ils veulent. Voyage de Nantes. Ils vont partir où? Je ne sais pas, d'accord? T'inquiète pas. Je ne sais pas, madame. T'inquiète pas. Oui. Sale pute. Le nouveau couple s'enfuit sous les menaces et les insultes. Ils ont évacué, là? La pression redescend d'un coup. Ah, c'est trop. C'est trop. Je vais chercher un autre mec, c'est mieux. Passer au tribunal et divorcer. La femme et l'homme au t-shirt rayé repartent libres, mais seront bientôt convoqués par la justice. Le nouveau couple a porté plainte pour menaces et harcèlement. Grégory, lui, est satisfait. Ce drame familial s'est finalement dénoué sans trop de violence. Chacun rentre chez soi. Maintenant, ils feront les démarches administratives auprès du tribunal pour pouvoir exercer les demandes de divorce et puis pouvoir continuer leur vie chacun. Fin d'intervention pour les policiers qui ont réussi à éviter que les 2 parties n'en viennent aux mains. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Si les conflits familiaux violents restent rares à Orange,
Les policiers municipaux ont en revanche beaucoup de travail sur la route. Près de 300 délits y ont été enregistrés l'année dernière. Et pour les forces de l'ordre, pas besoin d'aller bien loin pour constater les infractions. Ce matin, à peine sorti du poste, un détail attire l'œil de Lucas et Ludovic. Ils viennent d'apercevoir un jeune homme à scooter, portable à la main. Ludovic et Lucas décident aussitôt de procéder à un contrôle. On veut l'arrêter parce que le conducteur du cyclo, il était au téléphone. En plus, il n'y a pas de rétro. Les policiers accélèrent pour le rattraper. Putain, bouge! Et le verbaliser. Arrivé à son niveau, le conducteur leur indique qu'il va s'arrêter. Mais soudainement, il fait demi-tour. Putain, refus d'op. Ah putain. Ouais, vidéo de chez Charlie 4. T'as un scooter blanc qui se dirige Foch, direction centre-ville. Refus d'obtempérer, on lui a demandé de s'arrêter, il refus d'obtempérer. Lucas et Ludovic se lancent immédiatement à sa poursuite. Pour échapper au contrôle, le jeune homme prend tous les risques. Il monte sur les trottoirs. Pompiers, direction des pompiers. Il zigzague entre les voitures à toute vitesse et tente tout pour semer les policiers. Au même moment, à l'autre bout de la ville, au poste de la police municipale, grâce aux caméras de vidéosurveillance, un policier suit en direct la course-poursuite pour aiguiller ses collègues. Il roule assez fort. Ouais, donc là, on voit clairement que le véhicule il roule à contresens. C'est dangereux ces dépassements, ouais, voilà, il roule complètement à contresens. Le jeune fou du volant multiplie les infractions et manque même de percuter un cycliste. Là, il passe tout proche du vélo. Là, on perd du visuel pour le moment, mais ouais, le vélo, il a eu chaud quand même. Il est là. Il circule sur le trottoir complètement. Sur le terrain, Lucas et Ludovic sont toujours à ses trousses. C'est quoi cette putain de rue? La rue Monstre-Base. La rue Monstre-Base. Ouais, rue Frédéric Mistral. Mistral. Affirmatif. Affirmatif. Visiblement, le jeune chauffard n'a aucune conscience des risques qu'il court et fait courir aux autres automobilistes. Pour les deux policiers, la mission est extrêmement délicate. À vive allure, ils doivent poursuivre le scooter sans provoquer d'accident. C'est sûr, j'ai plus de ton là. La mission va soudainement se corser. Pourquoi ça marche pas cette merde là? Les gars, j'ai pas de gyro, j'ai plus rien. La sirène et le gyrophare viennent de tomber en panne. Si, il remonte Mistral en contresens. Pour Lucas et Ludovic, c'est le pire scénario. Pourquoi ça marche pas cette merde là? Pourquoi ça marche pas? Là, ça devient dangereux par rapport à la circulation. Donc, on peut plus s'annoncer. Et on est en train du coup de perdre petit à petit de vue le deux roues. Sans gyrophare ni sirène, les policiers doivent ralentir. Ils ne peuvent pas prendre le risque de provoquer un accident. Heureusement, deux autres équipes ont été appelées en renfort pour interpeller le conducteur du scooter. Bon, il ressort au niveau du Lidl, là. Lidl, là-bas. Ouais, mais j'ai pas de ton, j'arrive pas à faire. Putain! Il retourne aux Hespérides? Ouais, il est retourné Hespérides, là, carrément. Le scooter s'engouffre dans un quartier résidentiel aux multiples petites rues. Franchissement ligne blanche, il coupe les virages. Il se retourne pour voir s'il n'est pas suivi par la patrouille. Il va rentrer dans la cité, il vient de carrément griller le stop devant un véhicule. Donc là, on n'a plus de visuel et ça va être au tour des patrouilles qui vont devoir faire avec nos éléments. Après 10 minutes, le jeune fou du volant réussit à semer les policiers dans une cité sensible de la ville. C'est Charlie 4, on rentre dans Fourchevieille au cas où. Lucas et Ludovic scrutent le moindre coin de rue, espérant l'apercevoir à nouveau. Pas un scoot à droite? Non, je vois rien. Je prends à droite quand même, on sait jamais. Quand soudain, à la radio, à gauche. À pied, il est à pied. Des collègues de Lucas et Ludovic viennent de le voir s'enfuir en courant. Ils doivent maintenant trouver un jeune homme seul en t-shirt et short gris. Il est là, non? Pas lui. Ouais, je pense. Ouais. Non, il est trop vieux lui.
C'est pas lui là? Non, non, c'est pas. Ah, non, non, c'est pas. Les 3 voitures de police sillonnent le quartier à la recherche du fuyard. Mais dans cette cité qui ressemble à un labyrinthe, les cachettes sont multiples. Je vais faire le tour de la roseraie là. 20 minutes plus tard, toujours aucune trace du chauffard. Mais une bonne nouvelle tombe à la radio. Aux équipages PM, le collègue a retrouvé un scooter. Surprise, dans cette petite rue tranquille, le scooter est parfaitement garé. Il n'y a même eu pas un qui vole. Le chauffard, lui, s'est volatilisé. Il peut être partout, il peut être au milieu de la cité, comme dans une habitation ou sur un toit éventuellement, parce qu'ils ont tendance à monter sur les toits aussi. Lucas et son collègue vont planquer pendant plus d'1 heure pour tenter de le cueillir. En vain. On fait venir la dépanneuse, on enlève. Le scooter va être placé sous séquestre. Grâce à la plaque d'immatriculation, les policiers ont le nom et l'adresse du propriétaire. Il sera convoqué quelques jours plus tard au commissariat. Pour ce refus d'obtempérer, le jeune homme écopera d'une lourde amende de plus de 2 000 €. En été, le point d'orgue des tensions pour les forces de l'ordre, c'est le 15 août. Ce jour-là, la consommation d'alcool bat généralement des records. Les débordements sont fréquents. Cette année, un énorme concert de musique électronique est organisé dans le célèbre théâtre antique de la ville, avec près de 4000 spectateurs attendus. Un événement à haut risque. Tout le périmètre qui est fermé. Alors, Thierry Feuerstein, le chef de la police municipale, fait sa tournée d'inspection pour ne rien laisser au hasard. Le maître chien, son rôle à lui, c'est de s'occuper de la sécurité au niveau de ce que vous voyez là, au niveau du grillage. Tout ce qu'il y a des vues sur le théâtre lui-même. Voilà. Le dispositif de sécurité est exceptionnel. En plus des policiers nationaux, 27 légionnaires seront aussi sur le pont. Et le chef des municipaux a mobilisé 15 de ses hommes. Pour tous, un objectif, éviter les débordements. Il est 18 h. La soirée n'a pas encore commencé et déjà une première alerte. Au poste de vidéosurveillance, l'agent de service repère un jeune homme à la veste jaune, très mal en point. Pas l'air bien. Il a les yeux qui se ferment lentement et se rouvrent lentement. Le jeune homme est au bord du malaise. Ses amis n'ont pas l'air de se rendre compte de la gravité de la situation. Ça fait 10-15 minutes qu'on le surveille après le fait qu'il ait vomi, donc il a quasiment pas bougé. On voit qu'il n'est pas en forme, il a la tête posée sur les bras, il est limite à bout de force. Ses collègues, on ne sait pas ce qu'ils font avec son téléphone autour de sa tête. On dirait qu'ils mettent de la musique, mais ça n'a pas l'air de faire grand-chose. Là, la patrouille va se rendre sur place rapidement et je pense qu'on va vite même appeler les pompiers parce que peut-être qu'il a consommé quelque chose ou peut-être qu'il fait un coup de chaleur. Le policier envoie immédiatement une équipe à son secours. Yannick, Grégory et Cyril se rendent sur place. Il faut faire vite. S'il a consommé de l'alcool ou des stupéfiants, le jeune homme peut faire un coma éthylique ou une overdose et en mourir. Monsieur, ça va? Ouais, ça va. Pourquoi vous avez vomi là? C'est l'alcool qui fait ça là? Autour de lui, ses camarades le regardent tourner l'œil sur son banc sans rien faire, ce qui sidère Cyril et ses collègues. Il vomit de la ville, peut-être appeler les pompiers là, non? Non, ça va aller. Ah, ça va aller. Je la vomis tout à l'heure. C'était hier, on a fait une petite soirée. Ça s'est pas trop mal passé. Le jeune homme est complètement déshydraté et il a des régurgitations. Les policiers appellent immédiatement les pompiers. Ça va ou quoi là? Ouais, ça va. Ouais, on dirait pas trop, hein? On dirait pas trop, là. 5 minutes plus tard, les secours arrivent. Le jeune homme passera la nuit à l'hôpital pour être réhydraté. Il retrouvera son état normal le lendemain. Yannick et Cyril sont soulagés. Ils ont probablement évité le pire. Il vaut mieux qu'ils partent avec les pompiers où il sera en sécurité prise en charge que partir avec nous. Pour les policiers,
La soirée ne fait que commencer. À la nuit tombée, au Théâtre Antique, la fête bat son plein. Aux platines, un célèbre duo de DJ fait vibrer près de 4000 spectateurs. Comme prévu, les policiers municipaux sont en place pour assurer leur sécurité. Le concert est loin d'être fini, quand déjà, au poste de vidéosurveillance, l'agent de service détecte un autre problème. Qu'est-ce qu'il fait? Il est 1h du matin et sur les caméras de la ville, l'agent de service repère 2 jeunes au comportement suspect. Peut-être un deal en direct. Ah, ça se met dans l'enfoncement. Bah, 2 individus qui s'isolent discrètement, ils se sont séparés du groupe, on voit qu'il sort une feuille. On ne sait pas trop ce qu'il est en train de faire, bon je pense que ça va être du stup. Pour l'agent de vidéosurveillance, il y a peu de doute. Il s'agirait d'une transaction de drogue. Les 2 jeunes pensent être bien tranquilles, à l'abri des regards. Ils sont loin d'imaginer qu'ils ont une caméra juste au-dessus de leur tête. Ouais, il donne un morceau, mais on n'arrive pas à voir exactement ce que c'est. Voilà, en plus, il cache dans le slip, donc ouais, il dissimule, donc on va envoyer les collègues pour voir ce qu'il en est. L'agent prévient immédiatement la patrouille de terrain. Ce soir, c'est Stéphane et son équipe qui sont de service. Objectif, interpeller le dealer présumé avant qu'il ne se débarrasse de sa marchandise. On peut procéder au contrôle vu que la vidéo a bien vu qu'il y a une transaction. Et puis on va prendre contact avec les 2 si on peut et puis voir s'ils ont encore de la matière sur eux. Les 2 jeunes se sont séparés. À la vidéo, plus de traces de l'acheteur. Sur place, Stéphane tombe directement sur le dealer présumé. Monsieur, bonsoir. Et il ne va pas y aller par 4 chemins. Vous pouvez montrer vos mains, s'il vous plaît? Alors, je vais être clair avec vous. Hein, il y a des choses qui ont été vues. Je pense que vous savez de quoi je parle. Ouais? C'est quoi? Dites-nous. Je veux un contact tout à l'heure. Vous avez quoi? Je veux un contact tout à l'heure. C'est soit que vous allez vous le donner, soit on va le chercher. Et vu où il est, ça va pas être agréable pour vous à vous-même. D'accord? Voilà. Le jeune homme est coincé. Sans résistance, il donne au policier ce petit sachet de... Ça coche. J'ai ma bouteille avec mon chargeur. Les policiers procèdent à une palpation. Ils veulent s'assurer que l'adolescent ne cache pas d'autres produits stupéfiants. Il y a que ça sur là. J'ai rien du tout. Après, j'ai mon téléphone ici, rien de ça. Il semble sincère, mais Stéphane et son collègue veulent vérifier qu'il est bien un simple consommateur et non un trafiquant qui cacherait son jeu. Stéphane démarre son enquête. Vous avez une pièce d'identité sur vous? Vous pouvez me la présenter, s'il vous plaît? Il est où le collègue à qui vous avez donné ça? Merci. Et vous lui avez donné quelle quantité à votre collègue? Un petit fric, hein. Un petit fric pour... Ouais. Vous vendez? Non. Vous fournissez où, ces produits? Là, je suis allé là-bas, vers Fourche. Dans Fourchevieille? Vers Fourche, pas dans Fourche. Fourchevieille est une cité sensible de la ville, connue pour être l'épicentre du trafic de drogue à Orange. S'il s'y est rendu, c'est simplement pour acheter sa consommation personnelle, affirme l'adolescent de 15 ans. Pour s'assurer qu'il n'est pas déjà connu de leur service, les policiers appellent tout de même le commissariat. L'adolescent n'a pas de casier. À Orange, comme partout en France, la consommation de est banalisée. En été, beaucoup de lycéens sans histoire se retrouvent là le soir pour fumer quelques joints. Alors Stéphane décide de ne pas le ramener au poste, mais il tient à marquer le coup. Bon, jeune homme, c'est sûr, c'est pas une grosse quantité, mais c'est une quantité quand même. Hein. C'est du produit stupéfiant, à pas prendre. Vous êtes jeune encore, hein. Vous avez toute la vie devant vous, ça sert à rien de vous niquer la santé avec ce genre de choses. Donc on va vous inviter à jeter ça dans l'égout. Tenez, je vous laisse faire. Pourquoi je dois le faire? Le jeune homme tente bien de sauver sa consommation de drogue, mais cette fois les policiers haussent le ton. En fait, c'est soit ça, soit sinon, dans le commissariat, on est avec l'enfant de PJ. Sérieusement. Voilà. Il y a un moment où on est assez arrangeant, je pense. Direction les égouts pour les quelques grammes de résine. L'adolescent s'en tire à bon compte, mais désormais, il est prévenu. On sera moins clément la prochaine fois. Ok? Et vous ferez passer le message à votre collègue aussi.
Allez, bonne soirée. Bonne soirée. On a voulu jouer la prévention, à lui après de faire en sorte de ne plus en avoir, de plus consommer. Et puis la prochaine fois, on sera moins indulgent. Stéphane se montre vigilant, car il le sait, même à faible dose, la consommation de stupéfiants et les petits trafics nourrissent des réseaux bien plus importants. Loin du centre-ville, direction la cité de l'Aigle, autre point chaud du trafic de drogue à Orange. Ici, les forces de l'ordre font face à des dealers très bien organisés. Cet après-midi, Yannick, Grégory et Jonathan ont décidé d'y patrouiller. À peine arrivés, ils sont déjà repérés. Il y a un chouf. Un chouf, dans le langage de la rue, c'est un guetteur. Bon, laisse. Attends, avance, parce qu'il y a... Avance. Son rôle, hurler dès qu'une voiture de police entre dans la cité pour prévenir les trafiquants. Et il avertit nos passages de véhicules aux dealers qui se trouvent au milieu de la cour. Comme ça, ils ont le temps de tout ramasser, et ramasser leurs produits et partir dans les coursives. Les policiers décident de le contrôler pour voir s'il n'a pas des produits stupéfiants sur lui. Tu fais quoi là? Non, c'est pas de pièces. Tu fais quoi? Tu crois quoi là? Tu crois quoi? On n'est pas tes potes. Vous êtes en train de hurler quand on Voilà, présente une pièce tu crois d'identité. qu'on est tes potes? D'accord? Et alors? Présente une pièce d'identité. Vas-y, venez. Quand tu fais le mec? D'accord. Non mais c'est toi qui fais le débile là. Quand tu parles de débile? Parce que t'es débile. Tu nous présentes une pièce d'identité. Sur ta pièce. J'en ai pas. T'en as pas, donc tu vas venir avec le commissariat après. Voilà. D'accord. Alors que t'arrives, t'as pas besoin. D'accord, tu serais moins bête. Tu crois quoi là? Le jeune homme n'a que 17 ans. Déjà connu des services de police, il ne se laisse pas faire et provoque même les policiers. Eric et Jonathan doivent employer la force pour le maîtriser. Voilà, allez. Tu vas être con, mais tu vas être con. Allez, vas-y. Comme toujours, le jeune guetteur n'a aucun produit stupéfiant sur lui. Après une leçon de morale, il sera relâché. Les dealers, eux, courent toujours. De loin, ils narguent même les policiers. Ah, ça va devenir spécifique, hein. Pourquoi? Tu es malade? Pourquoi tu me filmes, quoi? Pourquoi tu me filmes? Ici, les policiers ont beaucoup de mal à les arrêter en flagrant délit. Car pour faire leur trafic, ils utilisent ces bâtiments désaffectés où les cachettes sont innombrables. Lucas et Ludovic y font souvent des rondes. Ce jour-là, au détour d'un couloir, ils tombent sur un sac plein de drogue. Ouais, GSP, on a trouvé un sac rempli, billets et produits. Pour trouver les cachettes des dealers, ils ont une arme fatale, Oligan, le chien de la brigade. Grâce à son odorat surdéveloppé, il est capable de détecter des stupéfiants et même des explosifs. Quelques jours plus tard, il va déterrer un joli butin planqué dans les fourrés. Ouais! Lâche! Super, sors! Là, t'as un sac. Voilà. Ah, il vient de l'enlever, il vient de le déterrer. Là, t'as un petit truc dans un sac plastique. Au total, plus de 60 grammes de 3 grammes et près de 200 € en liquide. Merci le chien. Oligan s'avère particulièrement utile pour accéder aux endroits les plus exigus, comme ce sous-sol très étroit. Un labyrinthe de gravats et de tuyaux qui court sous tout le bâtiment. Allez, maman. Allez, on descend. Allez, ouais, bien. Oui. Cette fois, le chien ne flaire pas de la drogue, mais une prise bien plus inquiétante. Je crois qu'il marque un truc, non? Ouais. Lâche. C'est un fusil. Lâche. Halte. C'est un fusil à pompe, une arme de gros calibre.
L'année dernière, la police à Orange a ainsi saisi plus de 3 kilos de drogue, 3 fusils et 2 armes de poing. Des armes qui circulent dans les cités et mènent parfois à des affrontements ultra-violents. Quelques jours plus tard, Stéphane va d'ailleurs être appelé pour un règlement de compte, probablement à cause d'un différend entre dealers qui vient d'avoir lieu dans une autre cité sensible de la ville. On a eu l'appel du commissariat pour des détonations cité Fourchevieille. Il y aurait un blessé par balle et les pompiers se présentent aussi sur les lieux. Le blessé serait entre la vie et la mort. Toutes les forces de l'ordre des alentours ont été mobilisées pour rechercher ces agresseurs qui ont pris la fuite en voiture. Dernière info, véhicule Jeep noir, style DS, avec des individus cagoulés à bord. Ouais, d'accord. Ils ont fait usage d'armes à feu. Sur place, au pied des immeubles, des dizaines d'hommes attendent l'arrivée des secours. Le climat semble extrêmement tendu. Charlie 5 sur place. Une gazeuse? Ouais. Cette cité est connue pour être un repère de dealers. Alors les policiers prennent leurs précautions. Ils arrivent, les pompiers sont en route. Le blessé, qui semble au bord de l'agonie, gît au sol. Tout autour, ses amis sont très énervés. Et d'emblée, ils tentent de s'en prendre à notre caméra. Arrête, c'est bon. Hey, c'est bon. Les gars, stop. Greg, arrête. C'est bon, les gars, c'est bon. Oh! Mais non, justement, on est arrivé, vous vous enflammez pour la caméra, là. Il y a plus important, là. Nous continuons à filmer discrètement. Très rapidement, les pompiers arrivent. Ils prennent en charge l'homme grièvement blessé qui convulse. Son pronostic vital semble engagé. Il va devoir être transféré en urgence à l'hôpital d'Orange. Stéphane et ses collègues tentent, eux, de comprendre ce qui s'est passé. Est-ce que vous avez vu quelque chose? J'ai rien vu, moi j'ai vu qu'il a pris un coup de pied dans la tête, il a fait un coma, Est-ce que vous savez qui a fait ça? Je sais pas qui c'est. Le policier recherche des témoins pour pouvoir identifier les auteurs de l'agression. Mais la situation est très confuse. Le seul truc que j'ai vu, je suis arrivé au stop, il y avait un mec qui tremblait là. Ouais. Je savais même pas ce qu'il avait. Je vais écrire sur ça, si il a pris une balle ou il a pris un coup de couteau. C'est une C3 qui est venue. Une C3? Ouais. Si vous avez, donnez-moi, franchement, si vous avez les éléments, ça peut être important. C'est une C3 qui est passée. D'accord, ouais. Et on a entendu un coup de feu. Sur le lieu du crime, Stéphane et ses coéquipiers scrutent chaque centimètre carré, à la recherche du moindre indice. Des éléments précieux qui seront déterminants pour l'enquête. On regarde un peu par terre si on trouve une douille ou quelque chose. Parce que là, pour l'instant, on fait le tour, mais on trouve pas grand-chose. Après un quart d'heure de recherche, pas de traces de douille. Et pour cause, l'enquête révélera qu'en fait, il n'y a jamais eu de tir d'arme à feu. La victime a été très violemment agressée, à coups de pied, par plusieurs hommes. Probablement des trafiquants. Ils sont toujours recherchés. Le blessé, lui, s'en est miraculeusement sorti sans séquelles. Agression, bagarre, interpellation dans des cités sensibles, les policiers municipaux d'Orange sont souvent pris à partie et doivent être capables de faire face. Alors pour cela, 2 fois par mois, ils suivent un entraînement intensif. Ok, encore. Reculez. Ok. Ce matin, Grégory, Ludovic et Cyril participent à un cours d'autodéfense pour maîtriser les techniques d'intervention. Cette discipline est enseignée dans les écoles de la police nationale et de la gendarmerie. Reculez. Voilà. Il y a juste à faire ça. Eric, leur moniteur, est aussi le chef de la brigade de jour de la police municipale. Il ne ménage pas ses hommes. La main est ouverte, c'est nickel. L'entraînement physique est super important, c'est la base de tout. Donc si on n'a pas de condition physique, quand il faudra courir derrière un méchant, ça ne sera pas propre. Il y a un minimum de technique pour savoir mener les gens au sol et les interpeller sans incident. Pendant 2 heures, les policiers enchaînent les exercices de self-défense. Le but, non pas blesser l'agresseur, mais le neutraliser au plus vite. Je vous dis, on est sur un contrôle, ça dégénère. Pour X raison, il va me donner un coup.
Ah, tout de suite, je pars le coup en me protégeant, hein, l'épaule, la tête dans l'épaule. J'en profite pour l'adoucir un peu. Hein. Je descends au sol, je mets ma jambe en barrage, je tire tout seul, vous savez, il vient. Allez, un coup. Voilà, c'est bien. Grégory, Cyril et Ludovic se donnent à fond. Au-delà de la technique, ces entraînements leur permettent surtout de garder la tête froide en intervention. Tu lui dis, sur le ventre, laissez-vous faire. Une fois que ça part, l'intervention, c'est vrai qu'il y a certains gestes parasites qui se mettent en place. On oublie certaines choses parce que le stress est présent. Donc c'est bien de décomposer, de revoir tous les gestes d'intervention lors des séances. Les policiers ne le savent pas encore, mais ils vont devoir très vite mettre ces techniques en application. Le lendemain, Ludovic et Lucas patrouillent ensemble quand ils aperçoivent deux jeunes sur un scooter. Sans gants, ni rétroviseur, deux infractions au code de la route. Les policiers leur font signe de s'arrêter, mais le scooter met les gaz et file en sens inverse. Ouais, GSP de Charlie 4. Ah. Ludovic et Lucas préviennent immédiatement la patrouille de la police nationale la plus proche. C'est cette voiture, juste devant eux. Ouais, la TV400, il y a le scooter pour la contrôler. En face de vous. Refus d'op. On vient d'avoir un refus d'obtempérer d'un cyclo 2 roues. Le scooter a deux voitures à ses trousses. Mais il n'obtempère pas et prend même de gros risques pour échapper aux policiers. Fais gaffe, il va tourner là. Il va nous baiser, il va nous baiser, il va nous baiser. À gauche, à gauche, à gauche. En plein milieu du trafic, les policiers doivent redoubler de prudence pour éviter l'accident. Le scooter s'engouffre, lui, dans une ruelle en sens interdit. C'est les comportements qui m'énervent. Parce qu'ils se mettent en danger, mais surtout ils mettent en danger tous les autres usagers de la route. Et nous également, parce qu'on est obligé de poursuivre leur progression. Ludovic et Lucas ne veulent pas abandonner la poursuite car ils suspectent une affaire de stupéfiants. Pour éviter le contrôle, les deux jeunes passent à deux doigts de l'accident. Putain mais... Vas-y, mets-toi à côté, toi. Ils s'engagent sur le trottoir, mais vont commettre un faux pas. Vas-y, arrête-toi. Cette fois, les policiers ont été plus rapides. Bouge plus. Y'a quelque chose dangereux sur toi? Non. Mais on va faire un tour parce qu'il a jeté un truc là-bas. Ouais. Ok, allez voir. On va aller là. Il y en a un qui vient avec moi. Vas-y, je vais avec toi. Surprise, quand Lucas enlève le casque du conducteur, Plie la jambe. Ah, c'est toi! il tombe sur une vieille connaissance. Plie ta jambe. Plie ta jambe. C'est un petit dealer de 17 ans qu'il a déjà arrêté pour trafic de stupéfiants et violence. Lucas le soupçonne d'avoir fui pour se débarrasser de sa marchandise. Vous avez jeté quoi? Rien. Arrête de te foutre de ma gueule. Moi, j'ai rien jeté. Ouais. Et voici ce dont les jeunes voulaient se débarrasser. Tu l'as vu ou pas? T'en as ou pas? Oui, hein? On l'a trouvé, oui. Ah, c'est juste pour ça? Oui, c'est pour ça qu'il s'est débarrassé. À peine quelques grammes de résine. Les jeunes, ils prennent des risques, des fois pour pas grand-chose. A priori, ils ont jeté juste une consommation de stupéfiants. Donc, c'est beaucoup de risques pour pas grand-chose. Les deux adolescents auraient pu se blesser ou se tuer. Mais ils prennent cela à la légère et fanfaronnent même devant les policiers. On fait tout pour pas vous percuter et vous venez vous emplâtrer dans la voiture. C'est pas malin, hein? Et ouais, on aurait dû continuer tout droit. Ouais. Pour tomber plus loin, peut-être. Ouais. Et vous faire plus mal. T'as jeté juste ton morceau, c'est dommage. j'ai Hein, rien jeté du tout. Mais t'inquiète pas, on l'a tous vu. Tu crois qu'on est retourné là-bas, le rechercher? On était à 3 mètres derrière toi. On était derrière vous, on a vu jeter. Je t'ai vu chercher et t'as jeté le par terre dans le garage. Mais on l'a trouvé, regarde, il est là. On s'en fout, on a vu, franchement. Sinon, si on l'avait pas vu, on serait pas recherché.
Emmenés au commissariat, les deux adolescents devront s'expliquer pour leurs infractions au code de la route et surtout pour leur refus d'obtempérer. Mais comme ils sont mineurs, ils s'en sortiront avec un simple rappel à la loi. Une peine bien légère aux yeux des policiers, car dans leur fuite, ces jeunes auraient pu créer un grave carambolage. Dans le Vaucluse, les accidents sont nombreux. 34 personnes y ont perdu la vie sur la route l'année dernière. Entre Montélimar et Avignon, Orange est un carrefour stratégique sur l'autoroute des vacances. La ville est à proximité de grands axes comme l'A7 et l'A9, mais aussi de nationales très fréquentées. Les policiers sont régulièrement appelés pour épauler les secouristes. Ce soir, Grégory part en trompe pour une nouvelle collision spectaculaire qui vient de se produire. Je vous signale un accident, un véhicule retourné, 2 personnes à bord. Oh, bien. Ouais, c'est bien pris. 2 personnes sembleraient inconscientes. Il n'y a pas une minute à perdre. Grégory est d'autant plus inquiet que l'accident a eu lieu sur une nationale à la sortie d'Orange, où les voitures roulent généralement très vite. Ouais, c'est bien pris, on se stationne là. Sur place, les collègues de Grégory viennent d'arriver et des automobilistes se sont arrêtés pour secourir les 2 victimes, le conducteur et la passagère. Les dégâts sont impressionnants. La voiture a fait un vol plané par-dessus la glissière de sécurité. Cyril, il y a encore du monde dedans? Oui, elle est encore dedans, elle est consciente, il y a tout ce qui va. La passagère est en vie, mais toujours bloquée dans l'habitacle. Le conducteur, lui, a réussi à s'extraire du véhicule. Il est encore très choqué. Les pompiers qui viennent d'arriver vont les prendre en charge. Comment vous le sentez, monsieur? Ça va? Vous avez des douleurs quelque part? Au cou? Au dos? J'ai la tête qui tremble. Grégory commence son enquête pour expliquer les circonstances de l'accident. Vous êtes le conducteur du véhicule? D'accord. Je vais relever votre identité, monsieur. Tout de suite, un détail interpelle le policier municipal. L'homme s'exprime de manière étrange, comme s'il était un peu ivre. Vous habitez où, monsieur? Orange? Camaret, D'accord. Vous avez consommé de l'alcool ou pas, monsieur? Pas d'alcool, très bien. L'homme paraît sincère. Grégory va vite comprendre d'où vient son défaut d'élocution. Vous n'avez pas eu de soucis de santé auparavant? Si. Ah, parce que votre élocution, elle n'est pas normale, monsieur. Alors, vous avez eu un souci. Est-ce que vous avez eu un AVC ou une attaque? J'ai eu un accident. D'accord, c'est pas une honte de le dire, c'est pas grave. Non. D'accord. Vous avez. Il y a 20 ans, un mari. D'accord, ce qui fait que vous avez le problème d'élocution et peut-être le problème de mobilité. Oui, voilà. D'accord. En interrogeant les témoins du drame, les circonstances de l'accident se précisent. Sur cette portion de nationale, il y a des travaux. Le conducteur aurait tout de même essayé de doubler. Il aurait roulé trop vite et perdu le contrôle de son véhicule. Cet automobiliste qui le devançait a eu une belle frayeur. Je roulais à petite allure de ce côté de la route là. Et avec les travaux, la voiture a essayé de me doubler et a commencé à prendre les séparateurs. Et elle s'est mise à se lever, passer devant moi et après elle s'est mise debout. Et ouais, après je pensais qu'elle allait retomber sur moi. Je suis passé juste dessous. C'est impressionnant. C'est la dame Oding. Les pompiers doivent désincarcérer la passagère au plus vite pour l'emmener à l'hôpital. Pour cela, ils découpent la carrosserie avec cette petite scie et une pince hydraulique. Allez les gars! Après 20 minutes d'effort, les pompiers parviennent à l'extraire et à l'immobiliser sur le brancard. La jeune femme est toujours consciente. Un soulagement pour Grégory et tous les sauveteurs. Ils vont la transporter à l'hôpital d'Orange pour faire les soins nécessaires. Donc ça se finit bien. Pour nous, là on attend la dépanneuse pour faire l'évacuation du véhicule et puis après on remet la circulation en route. Miraculeusement, la jeune femme s'en sortira avec de simples contusions. Le conducteur lui aussi est indemne. Bilan, juste de la tôle froissée
et une peur bleue pour ces automobilistes imprudents. Le lendemain, les policiers municipaux vont encore être confrontés à une situation périlleuse. Il est 22 h quand Paul et Yannick sont à nouveau appelés Cité de l'Aigle, l'un des quartiers sensibles d'Orange. Cette fois, il s'agirait d'un groupe d'individus qui se seraient introduits par effraction dans un appartement, probablement pour le squatter. Les policiers n'en savent pas plus pour le moment et redoutent le pire dans ce quartier. Il y a pas mal de nos délinquants habituels qui habitent là-bas. Il y a pas mal de trafic de stupéfiants. Ça pourrit la vie des gens honnêtes qui vivent dans ces quartiers. C'est le locataire de l'appartement qui a appelé la police. Il était absent depuis une quinzaine de jours. Des voisins lui ont signalé des bruits suspects chez lui. Ouais, on arrive sur place avec tes collègues. À peine arrivé, un des squatteurs prend la fuite sous le nez des policiers. Arrête-toi! L'homme disparaît dans le bois qui entoure la cité. Dans cette zone non éclairée, impossible de le retrouver. Les policiers abandonnent la poursuite. Il a sauté par la fenêtre, là. L'appartement, en rez-de-chaussée, semble en bon état. Son locataire vient d'arriver lui aussi pour constater les dégâts. Ouais, mais bon, ça se fait pas, quoi, se protéger déjà. Par chance, il n'y a eu ni dégradation ni vol. Les policiers cherchent à comprendre comment les squatteurs sont entrés. Ils vont vite avoir la réponse. Est-ce que la vitre était fermée? Je me suis... Est-ce que le volet était ouvert? Oui, monsieur. En fait, les squatteurs n'ont eu qu'à forcer les volets. Un jeu d'enfant. À l'intérieur, Paul fait une sacrée découverte. En plein milieu d'une pièce, un scooter de grosse cylindrée à plus de 10 000 €. Les squatteurs étaient visiblement en train de le désosser pour en revendre les pièces détachées. Le véhicule qu'on vient de retrouver, c'est une marque de scooter, un modèle qui est souvent volé. Et ça sert pour des vols à l'arrache, pour faire des délits en ville. C'est très puissant et maniable. Pour Paul et ses collègues, c'est une très belle prise. Le scooter va être placé sous séquestre. Les policiers ne le savent pas encore, mais leur intervention va prendre une toute autre tournure. Alors que le dépanneur s'apprête à embarquer le 2 roues, ils aperçoivent des flammes derrière les volets. Il y a le feu. Venez ici, monsieur. Sortez. Sortez. Mettez le feu. Mettez le feu. Ouais, vous nous envoyez les pompiers, là, vidéo stoppée, tu nous envoies les pompiers à l'Aigle, là, ils nous mettent le feu à l'appartement par l'autre côté. Ce sont probablement les trafiquants de la cité qui veulent en découdre. À toute hâte, les policiers font le tour du bâtiment pour les arrêter. Oh putain! Plus personne sur les lieux de l'incendie. En plein mois d'août, avec les fortes chaleurs et une végétation ultra sèche, le feu pourrait très vite s'étendre. Alors, les voisins aident comme ils peuvent. Plus pour l'instant. Certains sont très inquiets. En plus, il y a le gaz là, Ils dans le genre. Ah oui, ils réfléchissent pas. Juste pour vendre leurs 2 barrettes de merde et casser les couilles à tout le monde. Une femme vient même proposer à Christophe un extincteur. C'est gentil, mais gaspillez pas votre extincteur. Je le garde pour notre fois. Voilà. Sait-on jamais. S'il y a un petit con là que vous voyez, vous pouvez mettre un coup d'extincteur, ça fera du bien. Je crois que c'est plus qu'un extincteur qu'il leur faudrait. Comme souvent, ce sont les habitants qui trinquent des méfaits d'une poignée de trafiquants. Christophe reste sur ses gardes, car il en est sûr, ces incendies sont des représailles. Les policiers ont gêné les délinquants dans leur trafic, ils leur en font payer le prix. Ils ont vu qu'on allait embarquer le scooter qui est sans doute volé à l'intérieur, le T-Max. Ils ont tenté de mettre fin à notre intervention. De notre côté, on a réussi à calmer ce qu'il y avait, les jeunes ils sont partis. Il y a des riverains qui sont à nos côtés, des plus âgés, et c'est calme pour l'instant. Ah, mais c'est calme, mais. Ça va repartir sans doute. Effectivement, les délinquants n'ont pas dit leur dernier mot. Ils se font caillasser à côté. Les policiers essuient des jets de pierre. Ils doivent reculer. C'est une grosse caillasse.
Ouais, c'est parfait. Impossible de localiser leurs agresseurs. Dans cette cité, les cachettes sont multiples, notamment dans ce bâtiment désaffecté tout proche. Les policiers mettent en garde les pompiers. Ça fait caillasser aussi tout à l'heure. D'accord. En fait, c'est là où il y a les pompiers. On sécurise en même temps les pompiers et on est prudent. On a pris un pavé tout à l'heure, hein. Donc on va éviter d'en prendre un sur nous, quoi. L'incendie aurait pu prendre une tournure dramatique. Mais heureusement, les flammes ne sont pas montées dans les étages et n'ont fait que noircir les volets en plastique. Il peut encore rester des braises ou des flammèches, alors les pompiers arrosent toute la zone par précaution. Salut, c'est réglé. Bon courage pour la suite. Merci. Pour s'assurer qu'il n'y ait pas de reprise des hostilités, la brigade anticriminalité a été appelée en renfort. Après ces affrontements, Paul et ses collègues sont écœurés. L'attitude des délinquants est inqualifiable. C'est quand même assez inquiétant de voir qu'ils sont capables, voilà, pour effacer leurs traces ou nous faire partir, de risquer la vie de plein de gens en fait. Hein. Parce que c'est affligeant. J'ai pas de mots en fait pour ce genre de choses. 2 heures plus tard, la cité est enfin endormie. Les policiers rentrent au poste, un peu amers d'avoir été pris pour cible. Mais pas question d'abandonner les habitants de ce quartier. Sans relâche, ils continueront à patrouiller dans toutes les rues d'Orange pour faire régner l'ordre.